Quelque chose de vous. Virginie Servaes. Quelque chose de vous. Épisode 32. Podcast. Bonjour et bienvenue dans le podcast Quelque chose de vous, le podcast où donner de la voix est de bon augure. Je vous emmène au rythme de mes pas dans une odyssée commencée il y a quelques lunes à la rencontre de prestigieux invités. Tantôt connus ou étrangers à vos mémoires, ils partagent avec nous l'histoire passionnante et inspirante de l'unicité de leur parcours. Laissez-vous transporter dans un monde d'émotions, de créativité et d'authenticité où chaque épisode est une véritable ode à la philosophie de vie, alliant sagesse et liberté d'être soi. Bonne écoute et belle inspiration. En ce dimanche 16 juin de l'an 2024, Quelque chose de vous vous invite à l'aube de l'été aux côtés d'une divine invitée. Audacieuse et lumineuse, elle est une voix aux dons enchanteurs dont l'unicité émerveille, captive, apaise, magnifie et donne des ailes à l'humanité. Quelque chose de vous. Qui êtes-vous ? L'invité. Chanteuse à l'âme résiliente, à l'instar de sa Mama Santa et des femmes puissantes du Nord-Est, elle est de ces artistes en accord permanent avec son temps. Elle incarne et rend magique tous ces chants inspirés de notes et de mots vibrants, mêlant subtilement ses héritages intimes, ses voyages tant intérieurs couverts sur le monde. Aujourd'hui, la plus française des brésiliennes nous fait l'honneur de nous présenter son 5e opus, Ginga, qui nous conte tout en subtilité cette promesse noble et sans prétention d'élever nos cœurs à s'ouvrir joyeusement au plus beau et véritable de nous. Chers auditeurs, le voyage a commencé et accueillons sans plus tarder notre invitée. Chère Flavia Coelho, bonjour et merci d'être là. Bom dia, Virginie. Tudo bem? Tudo bem. Alors, quel bonheur de vous interviewer pour la première fois. Et il est une tradition pour commencer l'émission avec cette question, enfin 2 questions même j'ai envie de dire. La toute première est, votre voix Flavia, que nous dit-elle de vous aujourd'hui ? Ma voix, je la considère comme un placard plein d'histoires où parfois je l'ouvre et je retrouve, voilà, de petits bribes d'histoires par-ci, par-là, soit les miennes, soit d'autres, soit d'histoires que j'ai entendues, des histoires que j'invente, des histoires que j'ai créées. J'ai toujours eu l'impression que ma voix, voilà, il y a cette idée d'un vieux placard qui grince les portes. Mais c'est un joli placard. Hein. Merci. En suivant, j'ai aussi envie de vous poser cette question. Quel regard portez-vous sur le monde actuel ? Waouh, ça c'est une belle question, difficile à répondre. Je pourrais résumer par quelques mots tels comme le monde va mal, ce qui est le plus simple à dire, mais il n'y a pas que ça aussi. Je crois qu'il y a une génération très forte là qui est arrivée, qui est très consciente de ses droits, qui est consciente aussi de l'avenir que nous sommes en train de les laisser et qui revendique sans arrêt en fait choses qui connaissent les choses qu'ils ont envie de chercher. Moi, quand je me remets dans mon passé, à mon adolescence, quand j'avais 11, 12 ans, j'ai vécu une histoire assez compliquée, une histoire assez j'ai dû devenir adulte très vite, mais entre cette phase adulte, j'ai joué quand même encore à la poupée. Je n'avais pas vraiment une conscience dans le sens politique, socio-politique, alors qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a des enfants de 10 ans, de 11 ans, qui connaissent déjà cette conscience écologique, cette conscience sociale, cette conscience parfois même du genre, des choses qui c'était complètement très loin de ma façon de voir la vie quand j'étais petite. Donc ça c'est très admirable, je pense que c'est une force pour l'avenir. Merci Flavia. Et je suis effectivement totalement en résonance avec ce que vous posez. Alors justement, nous allons en venir à ce magnifique album Ginga, merveilleusement produit par votre complice de toujours, Victor Vague. Alors,
Vous dites qu'il est né d'un déclic provoqué par une phrase clé que vous avez entendue, je cite, « Nous vivons nos 20 premières années, puis les 20 suivantes servent à comprendre les premières. » En quoi cela vous a-t-il interpellé ? Drôle de phrase, n'est-ce pas? Cette phrase, elle est arrivée pile au moment où je me suis trouvée face à la fameuse page blanche. J'avais écrit une centaine de titres et composé, beaucoup de collaborations, navigué par différents styles divers et variés. Il se trouve que comme tous les artistes, j'arrive plus à écrire. Et donc à ce moment précis, j'ai eu envie de littérature. Je me suis à nouveau plongée, mais cette fois-ci pas en lecture en portugais du Brésil, mais plutôt française. Je lisais énormément. Et il y a cette phrase qui arrive et qui m'a remis tout de suite dans les années 90, 2000, qui c'est mon adolescence, là où j'avais 14 ans, 13 ans, donc en 94 à l'occurrence. Donc mes premiers émois musicaux, la première cigarette, la première sortie en bande organisée avec les copains, les débuts où je rase les murs, la première fois où j'embrasse un garçon. Donc voilà, mes premiers émois en général, dont la musique y compris. Et j'ai eu envie, de me plonger dans cette période-là. Dans mon album précédent, DNA, qui ça veut dire ADN, je parlais de ce que j'appelle l'œuf. Ça veut dire le début de nos identités, de cette histoire de vraiment de les accepter, de les aimer. Nos visages, nos esprits, tout ce qu'on porte de nos générations, de nos passés, de nos ancêtres. J'ai revendiqué ça. Et dans cet album, Ginga, c'est l'adolescence, qui est aussi cette partie tellement importante, tellement formatrice de nos âges adultes. Tout à fait. Et d'ailleurs, comme vous venez de le dire, cela faisait 5 ans, à peu près, que l'on ne vous entendait plus, mais dont les 2 dernières années ont été consacrées à la réalisation de cet album. Le temps, prendre le temps, est-ce que c'est quelque chose de précieux pour vous ? C'est quelque chose que je sais très peu le faire. C'est pour ça que j'ai voulu le faire en disque, parce que comme tout le monde, je vais aussi très vite. Je crois que j'ai toujours été très hyperactif, donc ce temps, il me convient. Ça veut dire cette époque, elle me convient très bien, là où on décide les choses très vite, on prend des décisions, etc. En revanche, pour ce qui concerne la musique, j'ai eu envie de prendre mon temps, en effet. Là, à nouveau, on va revenir dans les années 90, là où je découvre l'écoute de la musique, où je commence vraiment à décortiquer un album, essayer de comprendre comment on réalise un album, comment on enregistre les guitares, les instruments et tout ça. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, à cette période, il y avait une autre manière d'écoute. Ça veut dire qu'on écoutait un titre du début jusqu'à la fin. On réécoutait le premier couplet 2, 3 fois, 15 fois jusqu'à apprendre par cœur. Même les thèmes, on chantait les thèmes des claviers, le solo de guitare de Bruce Springsteen, on connaît tous par cœur. Je crois qu'aujourd'hui, les auditeurs, les jeunes auditeurs d'aujourd'hui, ils ont beaucoup du mal à connaître par cœur un thème de guitare. Parce qu'il y a tellement de musique, ils écoutent tellement de musique qu'ils n'ont pas le temps d'apprendre. Donc, je pense que c'est cette envie-là que j'ai eu de faire avec ce disque Ginga, c'est pas parce que le monde va très vite que notre temps d'écoute va être réduit, que la qualité d'écoute va être réduite. Donc j'ai fait un disque qui est relativement assez court, il ne dure que 40 minutes, il y a que 10 titres seulement, mais les titres ils sont assez dans la longueur, un peu plus longs que ceux qui l'ont, L-O-N-G, dans ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui il y a des titres à 1 minute 50, 2 minutes, donc moi j'ai fait des titres de 3:44 minutes 30. J'ai remis au goût du jour ce qu'on appelait avant le 3e couplet, le pont. Exact. Même quand ça se termine, effectivement, ça repart et c'est juste génial. Et justement, Flavia, ce voyage-là, par ce temps que vous avez pris, est un voyage rétrospectif, intimiste. Comment l'avez-vous traversé émotionnellement ? Je vous ai imaginé un peu à la moonwalk, mais lente, et repartir dans ces méandres de l'histoire de sa vie, qui n'est pas toujours simple, parce que effectivement il y a des chaos, il y a des bonheurs, mais donc comment ça s'est déroulé, Flavia? Parce que les titres sont-ils nés tout de suite? C'était d'abord retraverser et s'en imprégner. Enfin, je pensais j'allais me
me auto-spoiler. En fait, je pensais ce disque vraiment comme le plan d'un roman, lorsqu'on écrit un roman. Un plan, pour ceux qui nous écoutent, c'est quelque chose où on met toutes les idées sur table, on les accumule, après on les prépare vraiment un petit peu comme un détective qui met des pistes un peu partout. Et donc c'est ce que je fais. J'ai joigné des photos anciennes. Je n'ai pas beaucoup, mais j'en avais quelques-unes que je demandais à mon père, à ma sœur, des phrases que je me rappelais, que j'avais dites, des phrases que j'avais entendues toute mon adolescence. Donc, j'ai vraiment pensé ce disque comme un roman. Pendant 1 an et demi, j'ai fait des recherches musicales. J'ai révisité les classiques de mon passé, dans le sens où les musiques que j'écoutais de cette époque, et aussi le répertoire des musiques classiques. Donc là, je parle vraiment Mozart, Beethoven, Dvorak, Rachmaninoff, tout ça, tous ces grands faiseurs de tubes des 300 dernières années, j'ai l'habitude de dire, qui sont vraiment des personnes qui ont cherché les émotions auprès des accords, auprès des cheminements d'accords. C'est quelque chose aussi que j'ai tenu à faire avec mon producteur Victor Vague, de changer notre façon de penser la construction, l'enchaînement des accords. Donc tout ça, ce travail, ça a duré 1 an et demi d'enregistrement, de dictaphone, des notes, des prises de notes, de voyages partout où je voyageais, parce que j'étais quand même un peu en tournée avec mon sound system, à la fois avec mon sound system, à la fois avec Ibrahim Alouf qui m'avait aussi invité en tournée avec lui. Donc partout je prenais des notes, j'ai rassemblé tout ça au bout d'1 an et demi, et c'était à ce moment précis qu'on a voulu rentrer au studio. Moi je ne voulais pas faire genre 2 ans d'enregistrement à m'étaler dans le temps, parce que ça j'avais déjà fait cet exercice, c'est super, mais cette fois-ci je voulais justement faire le contraire. Je voulais faire 1 an et demi des recherches, et une fois je rentre au studio, je fais écriture, enregistrement, maquette et produit final. C'est-à-dire que le disque était écrit, enregistré, finalisé en 6 mois. En fait, tout était prêt. C'est vraiment comme j'ai eu l'image d'un volcan, ça a émergé. Exactement. Parce que pour moi, l'écriture, contrairement à la composition de la musique, on ne peut pas casser ce lien. L'écriture, on doit être constamment avec ses personnages, avec son histoire. Si on est que 6 heures éloigné d'une écriture, ça y est, on est déconnecté. Alors que la musique, on a besoin de ce temps pour pouvoir apprendre à l'écouter. Et c'est ce rythme-là que je tenais à faire avec ce disque. Chose que je n'avais jamais fait auparavant. Et que justement, ça donnait cette espèce d'urgence qu'on ne retrouve que quand on est ado. C'est vrai. C'est quand on est ado qu'on a envie de tout faire comme ça. Et sans trop se poser des questions. Justement, sans laisser ce temps pour respirer, pour ne pas changer d'avis. En fait, je voulais pas faire un disque où tout le temps je suis en train de revenir dessus. Je voulais donner les idées. Une fois elles sont dessus, bien sûr, il y a des choses qui ont été faites, améliorées, écrites, mais dans cette urgence-là. Ah, là là. Et là encore, par rapport à tout ce travail, et donc presque, j'ose dire presque 1 an et demi de silence et d'écoute, et on le sait justement pour les auditeurs qui nous écoutent, l'importance pour les voix d'être aussi à l'écoute. L'écoute est très importante avant de donner ce qu'elle va exprimer. Quel regard portez-vous justement sur cette jeune fille qui captait tout à l'époque avec sa petite radio? En même temps, j'ai lu aussi que votre père était plutôt sur des musiques plus traditionnelles, plus classiques. Et puis vous, il y a eu l'époque Michael Jackson, etc. Donc vous alliez chercher tout ça aussi. Vous aviez aussi cette curiosité de l'autre et du monde déjà très tôt. Et musicalement, c'est ça qui est impressionnant. Bob Marley, n'en parlons pas. Mais quel regard, du coup, aujourd'hui, portez-vous sur cette jeune fille qui était très mignonne et qui ne rêvait d'une chose, que c'était de voir le monde, de fréquenter des boîtes de nuit, de parler aux musiciens, de parler plusieurs langues, de voir le monde entier, de le manger comme une pomme, comme la pomme d'Adam. Voilà, c'était vraiment ça que
que j'imaginais, que je rêvais, et je n'avais aucune idée comment j'allais faire pour faire tout ça. Mais j'en rêvais, je rêvais des musiques, je rêvais des artistes. Après, il y a aussi l'influence de ma mère qui était coiffeuse, maquilleuse, et qui très tôt nous a initiés, ses enfants. À l'occurrence, nous étions 4, ma mère célibataire. Les enfants étaient, voilà, chacun d'un père, chacun d'une couleur. C'était vraiment une troupe circassienne. Et maman, elle aimait nous amener partout. Elle a bougé ses enfants partout, y compris la nuit. Donc, j'ai grandi quand même déjà dans un milieu où il y avait beaucoup de musique, beaucoup d'artistes. Ma mère, elle était coiffeuse, maquilleuse aussi, notamment dans des cabarets au pays, la nuit. Donc, moi, j'ai grandi, voilà, au milieu de paillettes. J'ai aidé à coudre des costumes. C'est moi qui faisais le passage de la poudre pour les yeux, pour le fard à paupières, etc. J'étais une espèce d'assistante maquilleuse déjà à l'âge de 4, 5, 6 ans. Et donc, il y a ça, déjà, il y a ces souvenirs. Et quand je vais vivre avec mon père, c'est l'antipode de tout ça. Papa avait fait un peu l'armée, il était très dur, on se voyait à la maison. Ah oui, donc c'était vraiment c'était strict. Changement radical. Changement radical, je n'avais pas le droit d'avoir des amis, c'était maison, école, maison. Et pour me calmer, donc il me donne ce fameux petit poste radio, pour que j'essaie de me coucher plus tôt, mais il m'envoyait dans ma chambre, et à ce moment-là, je me couchais quand même à 3h du matin, parce que j'écoutais justement Laurent Garnier, voilà, tous les grands DJ du monde entier, et tous les artistes que j'apprécie, mais je n'avais aucune idée comment j'allais vivre toutes ces histoires de vie-là. Mais si je devrais dire quelque chose de cette petite fille-là, c'est ce que je dis toujours à tout le monde, patience. Patience et en même temps, alors du coup on comprend et merci de nous le livrer, comment tout cela est né et favorisé avec cette maman très libre, très qui avait déjà elle-même un regard sans avoir peut-être trop bougé du Brésil, mais un regard très ouvert sur le monde, parce que c'est vrai que des fois le voyage il se fait aussi avec les gens. Mais justement, c'est parce que c'est ça qui est fou, et c'est une question vraiment que je souhaitais vous poser, c'est comment on peut s'imaginer se projeter sur l'extérieur. On doit se projeter tout le temps. Si on est né dans les favelas, dans les beaux quartiers, peu importe, je suis un enfant de la projection. La seule chose qui nous reste quand on vit dans des conditions difficiles, c'est de rêver. Donc, on appelle ça rêver pour le plus onirique. Pour ceux qui étudient la physique quantique, on appelle ça des projections de ce qu'on a envie de construire pour l'avenir. D'abord, c'est construit dans nos têtes, dans nos esprits. Et je suis vraiment l'enfant de tout ça. Quand je suis arrivée en France et que j'avais 0 argent et que je sortais en soirée avec les copains Boulevard des Capucines, ils me disaient que si un jour je devrais être une vraie artiste, c'est à l'Olympia que je devais me produire. Donc c'est à partir du moment où ce copain m'a donné la clé pour cette projection-là, tous les jours je me suis projetée sur scène à l'Olympia jusqu'à ce que ça m'arrive. Et c'est comme ça pour tout ce que je vis. Mon producteur, je rêvais de trouver quelqu'un qui comprenne mon langage, qui comprenne la musique que j'ai envie de faire. Hop, je le croise. J'adore faire des podcasts. Je voulais trop faire un podcast. Hop, je croise Virginie qui m'appelle pour que je vienne faire son podcast. Donc la projection, c'est la seule chose qui est gratuite, qui me permet de vivre, me permet de sortir de l'amorosité, parce que l'amorosité elle est quand même mondiale. Ce qui nous permet de vivre, c'est ça, c'est ces instants de projection. Donc oui, j'ai vécu beaucoup dans cette projection à l'extérieur de ce que je souhaitais. Il paraît qu'il faut vivre déjà comme ça pour pouvoir accomplir ses rêves. Oui, et à cette morosité, j'ajoute que justement, en plus, vous n'avez fait que semer avec ces 5 albums, et j'imagine bien au-delà de vos albums, mais vous semez l'antimorosité, la joie permanente. Moi-même, je me disais, mais elle est inclassable. C'est marrant. Hier, j'ai vu encore cet artiste incroyable, ce monstre sacré de la comédie qui s'appelle Coluche, qui disait encore, nous avons 2 options. Le monde va très mal, soit on rigole, soit on se plaint. Je suis de la première réponse, d'essayer quand même de garder quand même ce truc joyeux, cette bonne humeur
démocratique, cette bonne humeur, vraiment pour donner un coup de pied à cette morosité qui vient à tout prix s'installer et qui est aussi quasiment imposée. Ici, en Europe, c'est carrément le sport national, hein, de vraiment aller vers le bas et tout. Donc, je m'accroche à des personnes, des personnages comme Coluche qui me rappellent ce genre de choses-là que ma directive. Merci Flavia. Alors, une question encore autour de l'album. Et j'imagine nos auditeurs s'impatienter, mais vous allez bientôt écouter un titre, je vous rassure. Il est aussi une histoire nouvelle de partage dans sa conception, dans le sens où, en termes de collaboration, vous avez fait confiance à des personnes. Vous avez eu aussi ce besoin, cette envie de peut-être être plus concentré sur tout ce que vous alliez donner en chant, tout en gardant j'imagine, un œil et des oreilles sur ce qu'allait sortir. Mais comment avez-vous, alors bien sûr, au-delà de Victor, comment avez-vous choisi ces quatre hommes, voilà, et j'aimerais bien que vous nous les présentiez parce que c'est important. Bien sûr, donc pour les mixeurs, j'ai eu la chance de travailler avec Guts, qui a quelqu'un vraiment spécialisé dans la J-funk, la musique des années 70, 80, 90. J'ai eu aussi Prince Fati, qui est un producteur anglais spécialisé dans le reggae. Paul Corcoran du groupe Synapson, spécialisé dans la musique clubbing, la afro house, techno, etc., électro en général. Et aussi Tom Fire, qui est mon producteur que je travaille depuis moins d'années, qui travaille maintenant, qui a fait parmi les nombreuses collaborations avec les derniers albums d'MC Solar. Et il y a aussi Mr. Jib du studio Batupassit à Montreuil qui travaille aussi avec tout le monde de la world music, etc. En fait, l'envie, c'était à nouveau, on va revenir dans l'histoire du plan pour la construction de ce disque. Au moment où je commençais à faire les compositions, qu'on a allumé les instruments avec Victor, j'ai pensé déjà à ces mixeurs-là. Ça veut dire que dès le moment où je commençais à penser au titre, je faisais un reggae, je pensais à Prince Fati. Je pensais à un mixeur qui avait vraiment mis la main dans le reggae, dans le rocksteady, etc. Parce que je voulais que ça sonne comme ce mec, comme ces personnes-là voyaient cette musique. Ce sont des personnes que j'ai déjà eu la chance de travailler, de faire d'autres collaborations, mais on dit qu'on avait, Tom Faye avait déjà mixé d'autres albums avant. Mais pour ces autres, je voulais justement ouvrir la panoplie, les options, quoi. Parce que depuis toujours, je fais ça avec des artistes, des chanteurs, etc. Je n'avais pas encore fait ça avec des mixeurs. Et au départ, c'était un peu, tout le monde disait, mais c'est une idée un peu farfelue de mettre plein de mixeurs, le disque va pas sonner pareil. Je dis, c'est pas vrai, je ne crois pas à ça. Je crois à une qualité sonore, je crois à une qualité de goût, que chacun va vraiment apporter sa couleur. Et après, il y a une chose qui s'appelle le mastering aussi, qui vient par la suite, qui met tout le monde en égalité quoi qu'il arrive. Je vais devoir passer par là. Donc, ne me racontez pas des histoires des choses que je peux pas faire, parce que je peux tout faire. Il y a aussi ça, en fait, c'est de connaître les outils. Et moi, je tiens à être une musicienne, une artiste qui connaît mes outils du début de la construction jusqu'à la fin de la procédure, on va dire ça comme ça. Oui. Justement pour pouvoir vindiquer tout ça. Oui. Deuxième secret de Flavia. Je les note au fur et à mesure. Alors là c'est parfait parce que vous parlez aussi de toutes ces autres collaborations musicales, mélange, fusion de mondes différents. Plus d'une cinquantaine d'artistes avec lesquels vous avez collaboré. Moi, je vais en citer quelques-uns et qui vont être les plus connus, mais Bernard Lavilliers, Gaël Faye, Pauline Croze, Tony Allen, Ibrahim Malouf, on en a parlé, Tété, enfin, etc. Comment, à chaque fois, ces rencontres se sont faites, parce que j'entends, il y avait des fois le désir, peut-être votre désir de travailler avec un artiste, et l'inverse aussi, parce que j'imagine, que on vient vous solliciter aussi, Flavia. Qu'est-ce que vous allez chercher, en fait? Parce que là, les univers sont tellement vastes.
alors vous êtes une gourmande de sons, on sent aussi là cette curiosité d'aller toujours plus loin, cette perfection, mais la perfection dans le bon sens, qui n'est pas réduite et au contraire, votre soif d'apprendre toujours, et en même temps de confronter, de mêler ces voix, ces genres. Vous êtes tellement, vous n'avez pas de frontières, ça c'est clair. Vous êtes vraiment, ça c'est une évidence, mais elle se sent partout. C'est cette vérité-là. Donc comment ces rencontres se passent en fait? Soit c'est des rencontres artistiques, voilà, on se croise beaucoup dans les backstage, dans les festivals. Et moi aussi, j'adore les artistes. Je pense que je suis devenue artiste parce que d'abord, je suis fan. Depuis que je suis rentrée dans ce métier véritablement, je parle du pays, là, on va un peu en arrière, que j'ai le fameux badge pour aller partout. C'était un plaisir d'aller les voir, de leur dire bonjour, de dire combien je les apprécie. J'ai essayé quand même de leur demander s'ils peuvent m'apprendre un petit truc. Donc, je pense qu'il y a de ça au départ, de cette curiosité qui vient depuis très longtemps. Et par la suite, c'est l'envie de mélanger, de faire des expériences. Pour moi, la musique, c'est un peu comme la chimie, comme la biologie. Voilà, on mélange deux choses. Hop, on essaie de faire un son qui marche bien. On le fait, je ne me mets aucune barrière lors de la construction d'une musique. Je pense que le public ne connaît pas cette barrière-là non plus. Le public, il connaît que musique, dans le sens où ils veulent écouter une belle pièce de musique et prendre son temps pour s'amuser ou pour réfléchir, peu importe. Et c'est ça, en fait, c'est l'envie de marquer une rencontre, en fait, je crois. C'est ça qui existe beaucoup. C'est pour ça qu'il y a très peu de featuring. Je fais très peu de featuring avec des gens que je ne connais pas. C'est très rare. Et si ça arrive, c'est une condition sine qua non pour moi, qu'à un moment donné, on se rencontre. C'est-à-dire que, soit l'artiste, qui me sollicite, soit on s'est pas vu en vrai, mais il faut à un moment donné qu'on se voit. Il faut à un moment donné qu'on se parle, parce que j'ai besoin de cette vibe-là. C'est pour ça que je fais de la musique. C'est parce que ce sont des rencontres humaines. Nous ne sommes pas que des machines, des adresses mail. Tu vois, pour moi, et d'ailleurs, c'est les feats qui fonctionnent le mieux, c'est parce que ces rencontres humaines ont véritablement matché. Mais avant tout, pour moi, c'est ça. Je pense que les artistes, on doit se rencontrer. On doit faire des choses. Même si parfois il y a des sons qui sont moins bien que d'autres, mais c'est pas grave. C'est quelque chose, moi, je pense que les morceaux, ils ne doivent surtout pas rester dans les tiroirs. Ils doivent sortir, avoir une vie, et après on verra. Et ce qui est plus beau, c'est vraiment la rencontre entre des artistes. Finalement, on parle beaucoup de les artistes, mais finalement on peut être aussi chacun dans son coin. S'il n'y a pas cette envie-là d'aller vers l'autre, aller à la rencontre de l'autre. Moi, depuis le début, depuis mon premier album, je tiens à faire des featuring, à faire des rencontres, à aller dans des univers complètement différents, parce que ça me nourrit. Intellectuellement parlant, ça me permet aussi d'ouvrir d'autres biais musicaux autour de moi, de faire des rencontres incroyables, de faire voir des amis, parce qu'il y a plein de gens qui sont devenus des amis. Et bien évidemment, c'est pas tous les jours qu'on a un coup de fil de Bernard Lavilliers qui te dit qu'il veut faire une chanson avec toi. Donc c'est quand même quelque chose. À chaque fois que j'ai ce genre d'invitation, je me remets à nouveau dans ce jour fatidique de 21 juin 2006 où j'ai 200 € en poche et plein de rêves dans la tête pour devenir chanteuse en France. Donc voilà, c'est merveilleux tout ça. Et tellement juste. Alors Flavia, nous allons faire une première pause musicale avec un premier morceau issu de votre album Jinga que vous avez choisi, qui est Lapa. Pourquoi ce choix et qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il évoque pour vous, et en tout cas, qu'est-ce que vous avez envie de partager aux auditeurs à partir de ce titre? Ok, Lapa, c'est le nom du quartier le plus bohème de Rio de Janeiro. Et c'est là où, tous les gens, tous les cariacas fréquentent, etc. Mais pour moi, c'est un coin représentatif de la ville, mais ça représente en fait tous les soirées, on va dire, ce que je disais tout à l'heure, les premières émois, les premières sorties, les premiers rasages des murs avec les copains, les premières mégots de cigarettes,
cigarette retrouvée par terre. Voilà, la première rencontre avec le hip-hop, la J-funk, toute cette période, elle est arrivée assez tard au Brésil. Faut pas oublier que nous avons vécu une dictature pendant 24 ans. Oui. Et donc, j'ai vécu cette transition-là pendant l'adolescence, alors qu'ici en Europe, aux États-Unis, le hip-hop, ça existait déjà depuis une quinzaine d'années. Chez nous, c'est arrivé assez tard. Donc, c'est la découverte de ce mouvement musical-là, voilà, de ce dimanche après-midi où on faisait du barbecue, où on découvrait les sons de NWA, de Notorious B.I.G., Tupac, etc. Donc, c'est le début de mon école, voilà, l'école du rap. Et je voulais parler, et tout le monde a vécu ça dans son adolescence. Tous ceux qui sont nés, voilà, en 80, qui ont été ados en 90, tout le monde a eu ses premiers émois. Donc, j'ai eu envie de parler de ça en façon rap. Atraídos pelo internacional, pelo beat da riqueza criativa, pelo passo movimento improvisado matinê. Domingo no parque é pura celebração. Atraídos pelo som profissional, pelo beat Fernandinha com magia, pela vibe do calor vendedor. Senta aqui, faz-me rir, por favor. Da saudade do extremo calafrio, caminha me debanda no meio fio. A dinâmica vive desafio, decênio 90, milênio. O que vai virar, revirar. Daquela zica da novela americana, Golden Boy bem bacana. Domingo no parque, você do meu lado. Só nós dois e o verão do país. Linda Lapa, sobe o sai. Vai pegar o busão? Mas eu tenho que trabalhar. Vamos nessa, tô chegando, até daqui a pouco, hein? Busão lotado nunca para no sinal. A população se cansa de pagar dobrado, de ralar dobrado. Casino fechado, aposta no bicho, perder ou ganhar. A dignidade firme, tratamento estável. A saúde adoentada, isso é lamentável. Do B.O. morador reclamou no jornal. Fluminense tá no S, não gostou, dispensa. Miami, Tony, Ponte Opales, corte dá licença. Galera aproveita pra zarar, relaxar. No clima de charme, tudo é fenomenal. Atraídos pelo internacional, pelo beat da riqueza criativa, pelo passo domingo no parque. Só nós dois e o verão do país. Linda Lapa, sobe o sal. Retenez bien ce titre, vos mélopées cognent et résonnent véritablement à nos cœurs. Et c'est ce qui est incroyable avec vous, Flavia, je vous le dis, hors micro, au micro, quels que soient les morceaux, qu'ils soient joyeux, profonds, révoltés, ils donnent toujours de l'allant.
Et ils m'ont, moi, tellement accompagnée dans les downs. C'est vrai que, alors, un de mes titres phares pendant longtemps, je ne vais pas être originale, c'était Sunshine, toujours. Et aujourd'hui, j'ai un petit-fils, c'est le premier titre que j'ai rentré dans sa playlist, en demandant à ses parents de lui mettre très régulièrement. Parce que le nombre de fois où il m'a sauvée, mais véritablement, c'est vraiment la force de tous les morceaux. Chaque album est différent, chaque album est surprenant et vient toujours nous surprendre. Et pourtant, on sent toujours l'évidence presque des morceaux. Mais parce que je crois qu'il y a ça, il y a cette force. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais chercher les recettes de Flavia, c'est quoi les secrets, Flavia, aujourd'hui, un petit peu avec recul? Enfin, les secrets qui sont les vôtres, et bien sûr, quand je dis secret, c'est pas de dévoiler, vous nous avez déjà beaucoup expliqué comment vous procédez, on sent en plus, il y a quand même une rigueur dans votre travail, alors que, effectivement, quand le morceau sort, on a l'impression, alors non pas qu'on l'aurait inventé, mais que il vient tellement nous parler, ça, quel est le secret, Flavia? En effet, c'est Einstein qui disait que le seul endroit où succès passe devant le travail, c'est le S devant le T, c'est dans l'alphabet, le reste, c'est que du travail. Donc, en effet, je fais partie de ces enfants qui ont le syndrome d'imposteur et qui est tout le temps en train de se demander si elle est légitime ou pas d'être à tel endroit. Donc, du coup, ça nous pousse à bosser comme des tarés. C'est un peu ce que je fais. J'ai pas été au conservatoire. J'ai pas appris à jouer des instruments avec un professeur. J'ai tout fait tout seul. Je continue à tout faire tout seul. Donc il y a vraiment un peu de ça. Mm-hmm. Ensuite, j'ai pas quand même choisi la tâche la plus facile pour ma vie. J'ai décidé de venir en France chanter en portugais, une langue qui n'est pas courante dans les rues, pas encore, que j'essaie quand même d'installer. Mais dans tout ça, justement, c'est là où ça commence le gros défi, c'est d'essayer de trouver des voyelles et des mots qui sonnent dans une base musicale et qui a du sens. Et par la suite, les interpréter avec ce sens-là, avec le cœur. Parce que les gens, ils sont pas dupes. Si j'avais écrit que des bêtises lors de mon premier album, je n'aurais jamais dépassé le premier. À un moment donné, ils allaient commencer à le traduire, parce que vous êtes comme ça, messieurs, dames, vous, chers amis franco-français. Vous êtes très forts pour ça, parce que vous dansez, vous écoutez, mais vous allez derrière savoir qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle est en train de raconter derrière. Et je pense que c'est ça que très tôt j'avais saisi, et que moi aussi je voulais faire. J'avais quitté le Brésil parce que, à mon époque, j'en avais un peu marre de la musique qui s'est jouée, la musique qui se défendait à l'époque, et celle des grands, ce que j'appelais les grands, qui sont toujours là, hein, Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, sont toujours vivants, en train de marcher, en train de faire de la musique. Moi, je n'avais aucun espace au Brésil à cette époque. Donc, j'étais la fille des personnes, j'étais la fille de mon père, docker, ancien de l'armée, voilà. Donc, j'avais aucune connaissance. Donc, je viens ici, je décide de chanter dans ma langue, apporter un truc que tout le monde disait que c'est farfelu, parce que j'étais brésilienne, il fallait que je fasse strictement de la bossa nova. J'arrive, je veux du reggae, de l'électro, du raga, du pop. Bon, beaucoup d'informations, en effet, mais je tenais à écrire des choses qui aient du sens, et aussi de trouver, de faire en labo, voilà, de trouver les synonymes, les mots qui collent vraiment avec la mélodie, qui apportent quelque chose, et encore plus avec Ginga. Avec Ginga, quand je vous ai dit tout à l'heure que je voulais comprendre cette manière que la musique classique construisait les pièces, c'est ce que je fais là. J'ai reseté ma tête de la manière d'enchaîner les accords pour vraiment, ça veut dire que je passais des heures, par exemple, sur un do majeur, en essayant de trouver toutes les possibilités diverses et variées de ce que je pouvais faire avec ce do majeur, y compris les synonymes, y compris les mots. Donc, je pense que c'est ça qui donne de bons résultats, en fait. La sincérité, la passion, la rigueur, il y en a envie de faire les choses bien, mais sans vraiment me prendre trop au sérieux. J'ai horreur de cette chose de se prendre trop au sérieux. Je pense que la vie, elle est très courte pour lobotomiser. À la fin, c'est juste de la musique.
faut quand même prendre du plaisir. Mais je sais que plus tard, je vais devoir chanter tout ça et les défendre. Donc ce n'est pas parce que je le défends dans une langue que la majorité n'a pas encore compris ce que je suis en train de dire que je dois dire des conneries. Donc c'est ça en fait. Je crois que le secret c'est ça, la passion, la rigueur, le travail, l'envie. Voilà, parfois j'ai pas envie de me lever à 6h du matin pour aller bosser du piano, pour passer 4 heures dans un do majeur, en ré mineur, enfin, pour voir ce que ça donne. Mais bon, c'est mon boulot, je suis passionnée de ça, je dois le faire et à la fin je suis contente. Et le tout avec le cœur. Ah mais oui, mais ça c'est le numéro 1 parce que voilà, si je reviens dans la chambre où j'ai écouté mon petit poste à galène c'est vieux. Oui. Avec transistor, je sais pas avec. Moi aussi j'avais un petit transistor rouge. Ouais, le petit transistor qui se capte à peine, là, tu te rappelles. Qu'on trimballait partout et qu'on pouvait coller à l'oreille. Et je mettais parfois la paille d'acier dans la pointe de l'antenne parce que ça ne marchait pas. C'est affreux, terrible. On faisait ça terrible. Donc c'est ça, c'est cette passion-là, elle vient de cette époque-là. Donc aujourd'hui, j'ai pas le droit de ne pas le faire. Par exemple, pour moi, j'ai pas le droit de lâcher un truc. De lâcher ma musique pour aller faire un autre truc parce que je rêvais de ça. Oui. C'est comme les gens ils me disent t'en as pas marre de la promo. Je dis mais attends, mais je rêvais de ça, je peux pas avoir marre de la promo. Je veux que les gens ils m'entendent. Si j'ai marre de la promo, il y a un truc qui va pas là en fait. Au contraire, j'adore que les gens m'accueillent, j'adore être ici avec toi. Tu t'intéresses à moi, c'est merveilleux. Oui, mais parce que je pense que il est important que vous sachiez effectivement aussi bien tout ce qui va être d'un point de vue technique que il y a toute la créativité et de la même façon la promo faite dans ce sens, elle n'est qu'une continuité de ce que vous défendez et portez. Et c'est pas quelque chose d'imposé, c'est vraiment c'est le projet, c'est ce que vous souhaitez transmettre et donc effectivement autant de fois on vous autorise à prendre la parole et pas uniquement des fois sur scène puisque ça vient et heureusement derrière, mais c'est aussi puis même je pense que pour nous c'est important effectivement quand quelqu'un prend ce temps de se poser et d'expliquer un petit peu comme là en plus on a beaucoup de chance, vous le faites comment ça se passe par rapport aussi à l'évolution parce que l'évolution fait que aussi les albums bougent comme vous dites celui-ci il est encore plus intimiste donc il amène encore autre chose en termes de construction de morceaux. C'est vraiment fabuleux. J'ai envie, j'en perds mes mots moi-même. Et j'imagine, je voulais vous poser aussi une question. Même si vous avez donné des petits indices tout à l'heure, mais qui doit souvent vous être posée, c'est cette énergie incroyable, mais cette énergie bienfaisante qui émane de vous. Alors. Moi, jusqu'à vous rencontrer en vrai aujourd'hui, je peux dire que c'est exactement, mais c'est encore plus exponentiel que juste de l'écouter ou de la voir sur scène. Mais non, sur scène, c'est encore plus survolté. Mais c'est ça aussi, c'est parce que en fait, ce qui est fou, il y a parce que je ressentais aussi cette quête d'être toujours authentique avec soi d'abord. Pour pouvoir l'être avec autrui, ça c'est vraiment, sans que ça c'est votre devise, ça fait partie de vos valeurs. Mais là d'autant plus cette énergie-là qui est là, qui émane et qui est bienfaisante, je le répète. Comment vous l'entretenez? Ça va sonner un petit peu comme des histoires des coachs de développement, alors que c'est pas du tout mon truc. Mais il y a un rapport très proche de ce que j'appelle être éternellement en gratitude, et je crois que ça vient à nouveau de mes histoires de mon passé, de me dire d'où je suis sortie, où je suis aujourd'hui. Et j'ai dû commencer ma vie, de clôturer des cycles assez souvent. Ça commence pour moi le premier gros cycle qui a commencé et qui a fini. C'est déjà quand mes parents ils se séparent, que j'ai à peine 2 ans, et par la suite, quand je perds ma maman, c'est un nouveau cycle, un cycle qui commence, un cycle qui se ferme, et ainsi de suite. Donc, en sachant très tôt que ma vie allait être comme ça, j'ai pris la décision très tôt de quoi qu'il arrive, de faire
de moindres choses un bonheur. Il y a Édouard Louis qui a dit une phrase qui pour moi est très importante, qui me correspond énormément. C'est celle de mon privilège, c'est d'être né sans le privilège. Parce que c'est ça qui nous donne le bonheur pour la moindre chose. Et je suis exactement comme ça. Je peux festoyer avec un morceau de fromage. Oui. Vous savez, ça commence comme ça. Je vois quelqu'un avec une coupe de cheveux merveilleuse, je peux parler de sa coupe de cheveux pendant un quart d'heure. Donc je suis extasiée pour absolument tout. Je trouve tout ce qui est bien, tout ce qui est... Et j'aime le dire aussi, en fait, parce que je pense qu'on dit très peu quand les choses elles sont bien. En tout cas, autour de moi, j'essaie d'entretenir les gens. Vas-y, dis-le qu'il est bien, dis que c'est beau. Parce qu'on aime tout le temps critiquer, en plus surtout ici en Europe, qui c'est vraiment le pays national, ce sport national qu'on aime tant ici. Et donc, mais au Brésil aussi, on peut être très comme ça, très dur parfois dans les rapports humains. Et moi, contrairement, j'aime, je suis contente quand j'ai une douche chaude. Je suis contente que je suis dans mon petit lit tout chaud, que c'est trop bien. Quand j'ai des beaux vêtements, je suis ravie. Parce que quand on n'en a pas, et quand on a ça plus tard, ça reste dans l'inconscient. Et je ne rentre pas du tout dans le pathos. Je n'ai pas du tout construit ma carrière sous le pathos de mon passé. Hein. Ça se ressent absolument pas. Alors là, pardon, je me reprends. Ce n'est pas que ça ne se ressent absolument pas. Ça n'est pas. Ça n'est pas. En témoigne une fan absolue. Et je peux le dire parce que moi j'ai besoin de la résonance authentique, justement. Je n'ai pas du tout construit ma carrière sous ma pauvreté, sous la vie difficile dans les quartiers. Bien sûr que ce truc, il sort parce que ça fait partie de ma vie. Mais toute ma carrière, elle est construite vraiment sur un mot. Le bonheur. L'envie d'y être bien. Et pour moi, le bonheur, il s'est réduit à ça, voilà. C'est un petit morceau de fromage qui est délicieux, que je ne connaissais pas. Ah, tiens, un petit verre de vin qui est génial. Une bouteille d'eau tout fraîche quand j'ai soif. Voilà, c'est des choses comme ça. Le bonheur, il est tout le temps chez moi parce que je les vis tout le temps dans des petits instants. Je n'attends pas ce bonheur que la société nous a créé, qu'il va venir un jour. Non, je suis satisfaite avec tout. Là, par exemple, je suis très bien, je suis très contente d'être ici avec vous. On est dans un studio d'enregistrement merveilleux, pas loin de là où je travaille. Nous avons de l'eau fraîche, une compagnie merveilleuse. Voilà, c'est ça, mon énergie, elle vient de là. Oui, mais parce que encore une fois, vous êtes authentique, vous vivez chaque moment et chaque moment est précieux. Et par contre, effectivement, alors vous, loin d'être dans le pathos, vous avez su tirer. Comme vous dites, il y a votre histoire, vous n'allez pas la refaire, donc elle vous fonde. Mais par contre, de ça, c'est un fait, mais vous continuez de construire et d'avancer à partir aussi de cette personne avec laquelle vous êtes en recherche permanente. Et tiens, d'ailleurs, quelle femme êtes-vous aujourd'hui, Flavia? Quelle femme? Je suis un enfant de 43 ans. Mais c'est magique. Qui découvre la vie. C'est génial. J'adore. Je suis qu'un bébé, j'ai tout à apprendre encore. Là, par exemple, il y a 7 mois, je me suis mise au trombone. Je me suis dit, ça c'est bien que j'apprenne à jouer d'un instrument, un truc que tout le monde dit que c'est impossible, qu'il faut le prendre quand on est enfant. Mais moi, quand j'étais enfant, j'avais pas les moyens de m'acheter un trombone. Donc je vais faire quoi? Je vais m'apitoyer sur mon sort. Non, mais je vais prendre le trombone, je vais l'apprendre. Je prends 1 heure par jour de ma vie, au lieu de m'embêter avec des choses que j'ai pas envie. Et je vais le travailler, vous savez quoi? J'irai même sur scène. Et c'est ce que j'allais dire. Non seulement ça, puis j'imagine le futur album... Flavia au trombone. Oh, ça sonne en plus presque. Ah non, mais c'est justement ça. Et franchement, le truc, quand j'ai pris le trombone, qui mon producteur des spectacles m'a dit, mais tu vas monter sur scène, ça va être une catastrophe. Je dis non, ça sera pas une catastrophe. Parce que moi, avec ce trombone, l'idée de montrer, quand je monte sur scène avec aujourd'hui ça va mieux, je sais, j'arrive à faire 4 notes. L'objectif c'était ça. Je voulais faire 4 notes sur scène, ça y est. Elles sont un peu bancales, mais je le fais. L'objectif dans le spectacle, de rajouter ce trombone dans les spectacles, c'était pas de montrer aux gens que je peux tout jouer. C'était de leur dire, tout simplement, l'histoire c'est pas être bon ou mauvais, l'histoire c'est d'essayer. Et quand je raconte cette petite histoire avant de prendre le trombone sur scène, je veux jouer Virginie. Quand je reviens, parce que voilà, je raconte une petite histoire, je me suis mis dans le trombone, dans l'instrument sans dire le trombone. Quand je reviens, quand je vais chercher l'instrument, quand je reviens, j'ai même pas besoin de le jouer. Les gens, ils sont tellement contents de voir l'instrument, de se dire qu'au moins j'essaye,
qu'ils se mettent à ma place et que du coup, ils ont envie aussi d'essayer un truc. Donc là, je dis bingo. C'est ça, en fait, le travail de l'artiste, en fait. C'est donner l'envie à l'autre de rêver et de dire qu'on peut le faire. Ah là là, j'ai envie déjà qu'on parte sur un deuxième titre. Et je pose déjà, Sam, qu'on en mettra un troisième, et je le dis aussi aux auditeurs. Parce que moi, il y en a un qui n'est pas forcément, je les aime tous, mais de cet album que je souhaiterais aussi qu'on ajoute. Alors oui, ce deuxième titre choisi s'appelle De vous à moi. Là encore, pouvez-vous nous dire ce qu'elle raconte, cette merveilleuse chanson, parce qu'elle est... Je peux revenir un tout petit peu Bien dans sûr. le moment où elle a été écrite. Oui. Quand ce moment, là je reviens un peu dans l'interview, quand il y a eu le fameux syndrome de la page blanche, et il y a eu cette phrase, avant que cette phrase incroyable rentre dans mon cercle, je me suis plongée en littérature pour pouvoir essayer d'écrire. À l'occurrence, beaucoup de littérature. D'abord, le premier livre qui m'a vraiment déclenché l'envie de lire. Vous savez, la littérature, c'est quelque chose qui est arrivé très tard dans ma vie. Les livres, vraiment, véritablement très tard. Au Brésil, je n'avais aucun accès aux livres. On me disait que ça servait à rien de lire parce qu'on n'allait pas très loin avec ce tas de papiers. J'ai une histoire très dure avec les livres dans ma famille et tout ça. Voire un traumatisme. La lecture, pour moi, c'était voire un traumatisme. Donc, je me suis mise à lire quand je commence à écrire mon premier disque. Et ça est devenu boulimique, là, il y a 2 ans, à peu près. Donc je commence à fouiller les ouvrages, à les lire vraiment d'une manière, comme je dis, voilà, très forte. Très forte, oui. Et beaucoup de littérature française. Et là, je découvre, voilà, ce monde incroyable. Je les porte, que s'ouvre, un nouveau monde qui s'ouvre pour moi. Avec Annie Ernaux, Romain Gary, Hervé Le Tellier, François Bégodeau, voilà, Flaubert, Maupassant. Il y a tous ces personnes qui rentrent dans ma vie. Et je commence, et l'envie d'écrire en français, il s'éveille. D'abord très timide, et un jour, pendant que j'écrivais le disque, il y a un livre d'André Breton à côté de moi, L'amour fou, et tout un tas de phrases qui arrivaient. Je commence à les écrire, ces phrases, et le morceau, il est prêt, et là, il y a des copains qui écoutent, parce qu'il fallait comment je fasse. Les amis francophones écoutaient, qui me disent c'est bon, c'est mauvais, ou qui me disent un truc, quoi. Ils m'ont dit, mais t'écris une chanson pour le public, en fait, pour les gens qui t'écoutent. Tu vois, là, tu mets toutes tes références. Le champ de lavande, viens, je vous emmène dans le champ de lavande. Le champ de lavande, c'est représentatif du sud de la France. C'est là où j'ai écrit beaucoup mes disques, dans le Var, etc. Comme je dis, viens, on va se promener dans ma coccinelle couleur Mirabelle. La coccinelle, c'est la voiture phare du Brésil des années 60. Donc, c'est cette idée que la France a du Brésil, parfois, que le Brésil musical est un peu resté dans les années 60, la bossa nova, etc. Donc, ouais, ce disque de vous à moi, je vous l'avoue, c'est l'amour fou. Oui, c'est un amour fou que j'ai pour le public qui me suit, parce que c'est de l'au-delà de tout ce que j'aurais pu rêver. Je suis quand même venue dans ce pays pour confirmer à mon père que j'étais chanteuse, pour faire un disque, et voilà que j'en ai 5, et voilà que j'arrive à parler français, et voilà que j'arrive même à faire des blagues. Avec cette langue pourrie, certes, mais sont les miennes, et que j'essaie toujours de la maîtriser, et que c'est aussi une autre chose qui pour moi était importante. On dit beaucoup le French kiss, on dit beaucoup l'amour à la française, mais je trouve que hors dans la littérature, hors dans la musique, l'amour ne se conjugue pas trop. Dans la vraie vie, je pense, on ne dit pas assez, on se déclare pas assez, on fait pas assez de déclarations. Donc, j'ai voulu la faire, la mienne, voilà. Dans ce disque. D'ailleurs, j'ai mis tout au fond du disque. Oui. Parce que si jamais les gens disent, oh, je veux pas tout écouter, peut-être le zap. Non, c'est, écoutons cette merveilleuse mélopée et recevons cet amour. Comme une fleur sous le soleil du printemps, vous êtes l'étoile, mon ciel brillant. La fin du monde avance à grands pas. J'ai pas peur de la mort, mais je meurs d'envie de vous voir. De vous sentir tout près de moi, par-ci par-là. Me dê beijo. Je vous l'avoue, c'est l'amour fou. De vous à moi.
Passe au parfum de mélodrame, passe au rayon de lumière déclenchant des flammes. Je suis revenu sous mes pas, la solitude a effacé la joie de mon célibat. J'aimerais vous inviter à une vie de ma coccinelle à coller Mirabelle. Être la plus belle à vos yeux, l'automne dans tout, mais de un beijo. Je vous l'avoue, c'est l'amour fou de vous avoir, c'est l'amour fou. Felicidade, eu foco para ter, não quero amizade. Só namorar você de segunda a sexta, antes do mundo acabar e a nossa hora chegar. Allez, je vous emmène dans les champs de lavande, main dans la main des amoureux qui n'ont rien à craindre. C'est l'heure d'été enfant, il y aura plein de gamins, cascade d'émotions qui m'entraînent vers l'océan. J'ai plongé la tête en premier sans savoir nager, só por un beijo. Je vous l'avoue, c'est l'amour fou de vous avoir, c'est l'amour fou. Je vous l'avoue, c'est l'amour fou, c'est fou bébé. Ah là là, et cet équilibre des sons. Mais quelle équipe de dingue! Une équipe de deux, hein, et, avec Victor Vago, c'est on s'était dit, viens, on va bosser ça pendant 6 mois, mais je veux qu'on prenne soin des intros, des altros, le disque qui s'enchaîne. Ça veut dire que Ginga veut dire jeu des jambes, veut dire chalouper, veut dire prendre son temps pour bouger en douceur. Donc pour ça, il fallait qu'on ait des transitions propres. Oui. Ah là là, et à tout cela j'ajoute, savez-vous chers auditeurs, bien évidemment lorsque nous souhaitons recevoir des invités, on nous envoie leur biographie, et alors moi j'ai une surprise merveilleuse qui m'a touché le cœur, c'est-à-dire que je reçois la biographie, je l'imprime, et je n'avais pas vu qu'il y avait une très jolie lettre, je l'ai appelée la lettre de Flavia, qui donc nous livre un petit peu plus d'éléments pour accompagner effectivement la sortie de ce 5e album. Et c'est magique parce que d'une part c'est manuscrit, et j'aimerais juste vous lire les 4 dernières lignes qui m'ont beaucoup émue et qui m'ont forcément parlé, où vous dites, Flavia: voici une partie de mon histoire qui est peut-être un peu la vôtre, et de celles et ceux qui ont vécu la fin des cassettes, l'arrivée d'Internet, la disparition des lettres écrites à la main. Bonne écoute. Et là, je me suis dit, mais oui, de quoi on s'éloigne quand même, malgré c'est merveilleux, la modernité, les avancées. Mais il y a des choses où, comme on se le disait hors antenne, par l'écrit, par tout ce temps qu'on prend aussi avec des livres matière dans les mains, de tourner des pages, il se passe quelque chose aussi en termes d'énergie. Il se passe quelque chose en termes d'énergie, il se passe quelque chose en termes des souvenirs. C'est que je réponds, je suis pas là pour faire la baumeuse, pour dire que c'était mieux avant. J'adore la période laquelle on vit, mais il est important de garder ce rythme d'écriture. En effet, il est important de valoriser aussi des choses du passé pour qu'elles deviennent encore mieux. Je crois de ne pas les lâcher.
la fin des cassettes, quand je dis la fin des cassettes, c'est vraiment l'arrivée d'une autre période, mais les cassettes avaient aussi tout son goût. La preuve, c'est que les vinyles, ils sont à nouveau en train de cartonner. Complètement. Par exemple, en concert, je vends beaucoup plus de vinyles que de CD. Les gens ne veulent plus entendre parler de CD. Donc, je maintiens que l'écriture, c'est quelque chose qu'on doit entretenir. Tout à fait. Et moi, de toute façon, je l'ai vécu vraiment comme un cadeau. Je l'ai appelé la lettre cadeau. Parce que c'est, alors là, c'est la première fois même, sincèrement, que je reçois ça. Donc je l'ai reçu. Alors, chère Flavia, je vais vous inviter à un jeu de mots en écho. Je vous donne un mot et vous me dites en écho, voilà, ce qui, voilà, avec, comme je sais que ça va sortir, il n'y a pas de souci. Le premier mot que je vous propose est liberté. C'est ce qu'on veut tous, c'est ce qu'on souhaite tous, surtout pour ceux qui ne peuvent pas l'avoir. Identité. Identité, il faut la trouver. C'est quelque chose qu'on cherche pendant très longtemps. Elle a toujours été là. On essaie de se forger autrement, mais elle est là, notre identité. On peut la forger aussi. Personne n'est figé dans le temps. Danser. Ah, mais si je ne danse pas, je meurs. Je danse avec le blanc de mes yeux, je crois. Exact. Sérénité. Nécessaire, difficile à toucher. Être serein, je pense pas que c'est une de mes plus grandes caractéristiques. C'est pas mon trait de caractère le plus fort. Mais les livres me donnent les ouvrages me donnent une certaine sérénité. C'est le seul moment où je me pose. Voyage. Ceux qui ne le font pas, je vous conseille vraiment de le faire très vite. C'est la seule manière de rester en vie. Foi. Pareil, si j'avais pas la foi dans la nature, dans l'homme, dans l'être humain, j'aurais laissé tomber depuis très longtemps. Lumière. Il faut l'entretenir, sinon elle s'éteint. Quête de sens. Il faut l'entretenir, sinon elle s'éteint. Magnifique. Authenticité. Pareil, il faut pas la chercher à tout prix. Elle est là, et si elle n'est pas là, il faut la construire. Je me répète un peu, rien n'est figé. Je pense qu'il faut pas à tout prix, je veux avoir mon authenticité. Je pense que l'authenticité, la vraie, elle est accompagnée de ce qu'on appelle les défauts. Les miens sont devenus ma force de frappe. On est dans un podcast où on parle de la voix. Et je suis très tôt que je ne serai jamais Mariah Carey. Je suis très tôt que je ne serai jamais Céline Dion. Mais je suis très tôt que ma voix était la mienne et que personne ne pouvait m'imiter. Donc très tôt, vous saviez que votre voix était celle de Flavia Coelho. Merci beaucoup. Et ça, c'est magique. Alors, justement, il y avait une petite chose, je reviens à la petite lettre, mais dans le contenu que vous nous transmettez. Au tout début, vous dites « Quelque chose me manquait et pour calmer ma peine », donc je vais revenir juste au manque. Est-ce qu'aujourd'hui, il vous manque encore des choses ? Il y a plein de choses qui me manquent, bien sûr. Des choses que je n'ai vécues, par exemple, les années avec ma maman. Quand on perd une maman très tôt, on vit toujours dans cette idée qu'est-ce que je serais devenue si elle était là? Est-ce que j'aurais la voix de Mariah Carey, par exemple? Ou est-ce que je serais toujours restée au pays? Bref, je pense que ça c'est vraiment une énorme lacune quand on perd ses parents. On dit qu'on vieillit 10 ans quand on perd ses parents. En effet, je vieillis 10 ans. Je suis devenue une enfant adulte de 21 ans alors que j'avais 11. Donc il y a toujours ce truc, voilà. Ce manque, et il sera jamais rempli, en fait, de ce que ce que j'aurais été. C'est comme ça qu'on dit? Oui. Ce que j'aurais été si ma mère était encore présente. Mais bon, je composais avec, j'ai grandi avec, je vis encore. Plus le temps y passe, on s'éloigne vraiment de ça. Mais je peux pas tout à fait me détacher parce que voilà, le premier morceau de mon nouvel album s'appelle Mama Santa, voilà, et qui est un recueil de phrases que ma mère l'a dit, que mes tantes ont dit, que mes grand-mères adoptives, pareil, je paille de grand-mère, donc ma grand-mère me manque alors que je l'ai jamais eu. J'ai eu d'autres grand-mères, j'ai eu d'autres sœurs, voilà, beaucoup de choses que je imaginais que j'ai pas eu en matière, elles me manquent en fait.
Et donc, c'est pour ça que j'écris des chansons pour remplir ça. Et en même temps, on sent, je me permets, et ça ne reste que moi, et ça n'engage que moi, pardon, elles vibrent, elles sont là, ces femmes, elles vibrent. Complètement, elles sont complètement là. Et alors, une autre petite chose, mais qui est délicieuse aussi dans la lettre, c'est qu'à un moment donné, nous apprenons que pendant ce temps de pause, de recherche, d'écoute, vous avez dévoré du pop-corn arrosé de guarana glacé. Alors moi, je disais, mais waouh! Mon dentiste, il va être en PLS quand il va entendre ça. J'ai une relation avec mes dents qui me remet tout le temps à mon passé. Cette histoire de la précarité dentaire, du fait que on n'avait pas d'argent pour soigner les dents, etc. Donc j'ai toujours eu beaucoup de maux de dents. Et en même temps, c'est le sucre, de tout sucre confondu, ça me remet à nouveau dans cette précarité-là, parce que quand j'étais enfant, les seuls instants de bonheur, c'était de manger du popcorn, du chewing-gum, voilà, toutes les conneries des enfants qu'on a quand on est enfant, qu'on a envie de grignoter. Parce que à cette époque, j'avais personne pour me dire, ça c'est pas bien pour les dents, etc., etc. Non, c'était des récompenses, c'était des systèmes de récompenses, en fait. Je faisais un truc bien, je gagnais un chewing-gum. Je faisais un truc bien, je gagnais du popcorn. Je faisais un truc bien, je gagnais un verre de guarana. Donc voilà, ça a un rapport avec cette naïveté là de l'adolescence, de l'enfance, voilà, ces petits cadeaux. Vous savez, comme un pet, comme un petit chien qui fait des choses sympas, qui gagne des petits trucs. Donc à chaque fois jusqu'à aujourd'hui, je suis comme ça. Quand je fais quelque chose de bien pour moi, tiens, je vais aller au coin de la rue, je vais me prendre une petite tarte. Je mérite de manger un petit truc sucré parce que j'ai fait un truc bien. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un système de récompense en fait. Et en même temps, c'est complètement cohérent avec ce retour aux sources et à la source, de repasser aussi par ces petites madeleines de Proust, même si elles sont pas très raisonnables pour nos dents, mais voilà. Moi en tout cas, j'étais là, mais waouh, des gourmandises. Bon, bref. Alors, Flavia, une avant-dernière question. Ensuite, nous écouterons le titre et puis on fera le petit mot de la fin. Mais de quelles notes sera composé ou seront composées vos prochaines envolées, que ce soit vers des nouveaux horizons? J'espère qu'elles seront écrites en longs paragraphes, remplis de synonymes, de beaux adjectifs. J'espère qu'elles auront au maximum 350 pages. Mais quelle belle chanson! J'espère y arriver un jour. C'est un des projets. On verra. D'accord. Waouh. Je reviendrai. On va parler de ça. Non mais là, de toute façon, c'est dès que quelque chose sort, j'appelle Victor et vous venez, bien évidemment. Je l'espère et je le souhaite profondément. Alors, chers auditeurs, c'est promis, un troisième titre. Vraiment, celui-ci, c'est le cadeau que je m'offre. Parce que c'est vrai qu'au départ, j'avais demandé 2 titres, mais son album est tellement magnifique que je souhaiterais que nous écoutions la chanson Tamarindo. Et vous allez voir, c'est toute une histoire de sucré-salé, mais épimenté. Mais Flavia va peut-être ajouter un petit mot là-dessus. Tamarindo, pour moi, ce disque en général, je l'imaginais vraiment comme une pièce de musique classique accompagnée des images. C'est-à-dire que l'idée, c'est que l'auditeur, il met vraiment des images lorsqu'il l'écoute, dont l'importance de prendre son temps. Donc là, Tamarindo, je me suis lâchée. Je vois la terre sèche, je vois des couchers de soleil rouge, j'entends Ennio Morricone, Clint Eastwood, les champs, les terres, la country brésilienne, les contrées lointaines des États-Unis, voilà, je vois Brigitte Bardot habillée en vêtements d'époque, voilà, tout ce côté sucré-salé, ce côté chaud, cette chaleur qui se dégage des terres arides du Brésil. Allez, Tamarindo. Instantes roubados, risos, carinhos, delicioso passatempo. Nossas batalhas, 2 neuroses, confusão nos elementos. Muda de roupa, troca de filme, quer conselho, quer brigar para apimentar o amor. Eu te comparo aquele fruto, árvore
fala do caos, quer brincar no cobertor, se balancear na rede. Eu te comparo àquele fruto, árvore da Índia, agridoce no meu paladar. Tamarindo, vem me guiar. Eu coloquei açúcar demais. Os vampiros da cidade sugam, correm atrás de mim. Você diz deles, pobres mortais, não merecem meu apego. Eu te comparo àquele fruto, árvore da Índia, agridoce no meu paladar. Chers auditeurs, j'espère que vous êtes comme nous, vous dansez, vous chaloupez, le soleil est installé à l'intérieur de vous. Merci Flavia Coelho. Avant que l'on se quitte, le petit mot de la fin est toujours pour mon invité. Donc, libre à vous d'exprimer ce que vous avez envie dans l'instant. Amusez-vous bien, on n'a qu'une vie. Merveilleux. Nous allons suivre ce précieux conseil. À tout bientôt Flavia et merci d'être venue. Chers auditeurs, point de bonne raison ou de mauvaises excuses pour ne pas aller ovationner Flavia Coelho, dont la tournée a déjà commencé, avec tout bientôt les festivals d'été. J'ajoute que dans la continuité, elle sera à l'Olympia en date du 12 mars 2025. Les réservations sont ouvertes. Son album Jinga est disponible sur toutes les plateformes, chez tous les disquaires, et pour rappel, il est un véritable temps de respiration, un fameux point d'orgue au tumulte de nos vies. Vous trouverez également en description ci-dessous tous les liens pour suivre Flavia Coelho sur les réseaux. L'heure de nous quitter résonne, quelque chose de vous s'en va, Jinga et chaloupé au-delà de la nuit tombée. En attendant notre retour, prenez soin de vous et abusez des pas cadencés. À plus loin. Quelque chose de vous. Podcast.